Hello. Bon, retentons l'expérience. Je vais vous lire quelques passages de ma thèse éthique et épistémologie du nihilisme, les meurtriers du sens, et qui explique un peu les fondements du néo-nadisme dont je parle. Alors, je vous lis quelques passages à partir de Blanchot. Alors, avançons maintenant que par quelques biais, ce nihilisme, au sens de remettre en cause absolument tout, au départ, issu du léninisme et du nietzschéisme vulgaire, c'est-à-dire l'idée de remettre en cause le bien, le mal, etc., s'apparente en fait à une espèce de totalitarisme supérieur, c'est-à-dire rectifié théoriquement dans le sens où il ne s'agit plus de tuer une race ou une classe, mais tout ce qui, dans le genre humain, s'apparenterait à l'autodéveloppement, source supposée du mal, et dont la mise à mort serait la preuve de l'œuvre à accomplir pour se hisser au rang du surhomme, tueur de Dieu. Il s'agit d'un absolutisme illimité qui se veut ontologique, authentique, originaire, celui de la race des seigneurs pour lequel il n'est plus question de biologie mais de métaphysique, de volonté titanesque, de création pareille dans le chaos, celle de la guerre totale qui se sait exister dans la seule présence de la force. Alors race des seigneurs entre guillemets parce que on le trouve chez Nietzsche comme chez Blanchot. Alors par exemple, Blanchot, il dit, là, page 65, où c'est, voilà. D'ailleurs, Blanchot avoue, avec délectation, son appartenance à cette race des seigneurs, dans son livre intitulé L'instant de ma mort. En effet, les Allemands, dans ce livre, bon, je lis pas tout, étudié en détail dans la seconde partie, je vous passerai quelques extraits quand même, qui se situe dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands, donc, dans le livre, deviennent brusquement, soudainement russes, enfin soviétiques à l'époque, page 12. C'est-à-dire mais des Russes, enfin, disons, plus exactement, c'est plutôt des Russes, en effet, mais ralliés aux nazis. Une partie, alors ce serait sans doute des Ukrainiens, mais il faudrait vérifier. Mais Blanchot écrit aussi, en parlant des propriétaires du château dont il parle dans ce livre-là, L'instant de ma mort. Et ça, la mort chez Blanchot, c'est le moment où il devient insensible à tout. Il est insensible, il devient une sorte de dieu vivant, à la fois hypersensible et insensible. Alors, mais Blanchot écrit aussi, en parlant des propriétaires dont il fait partie, comme narrateur mais aussi comme participant, d'un château sur lequel était inscrit la date 1807. Or, 1807, c'est le moment où Hegel sort la phénoménologie de l'esprit, c'est-à-dire l'idée que de la dialectique, si vous voulez, les contraires, à un moment donné, s'opposent et en même temps se dépassent. Donc là, il y a l'idée que nazis, soviétiques, russes, allemands, tout ça se dépasse dans une strate supérieure qui sont les seigneurs. Les seigneurs, ce que j'appelle moi, aujourd'hui, la secte chat, scientiste, hygiéniste et affairiste. Donc il dit les seigneurs avaient été épargnés. Alors ainsi au-delà des oppositions historiques, seul compte cette race des seigneurs qui manipulent de telle sorte la dialectique du réel et de l'idéal qu'ils peuvent créer leur apparence sur mesure, tels des dieux. Voilà, tels des dieux. Alors on on va essayer d'aller plus loin justement vers ce que raconte. Ah oui, regardez par exemple, là il y avait tout un extrait que j'ai cité longuement. Regardez, par exemple là, le 5 mars 44,
3 mois avant le débarquement, hein, 5 mars 44. Alors qu'il y avait des résistants qui étaient là dans les maquis, qui préparaient l'événement, etc. Eh bien, il y avait une petite discussion sympa à Paris sur la conception du péché selon Bataille. Hein, vous voyez, hein, en 44. Hein. Et regardez ce qu'il y avait comme beau monde. On retrouve Adamov, je vois pas, ou alors c'est celui qui écrit des romans de science-fiction, mais j'y avais pas cherché. Blanchot, vous voyez, Blanchot, Simone de Beauvoir, alors je vous cite, il y avait Camus, Danielou, qui était connu aussi, Candillac, Hippolyte, Klossowski, qui est connu, qui a été même interviewé par BHL. BHL voulant à tout prix sauver Bataille du fascisme. Léris, Gabriel Marcel, Merleau-Ponty et Sartre, vous voyez. Alors donc, bon là, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder l'ouvrage, hein. Mais bon, qu'est-ce que... Non, on devait passer chez... Ah voilà. Alors, donc on revient sur le texte de Blanchot, L'instant de la mort. Et tout d'un coup, alors qu'est-ce qu'il dit? Un peu de texte. Il dit... à cet instant brusque, retour au monde, éclata le bruit considérable d'une proche bataille. Les camarades du maquis voulaient porter secours à celui qu'ils savaient en danger. Donc il y a une attaque, visiblement. Le lieutenant s'éloigna pour s'en rendre compte. Les Allemands restaient en ordre, prêts à demeurer ainsi dans une immobilité qui arrêtait le temps. Mais voici que l'un d'eux s'approcha et dit d'une voix ferme : « Nous, pas Allemands, Russes !» Et dans une sorte de rire, armé Vlasov, et il lui fit signe de disparaître. « Ainsi, les Allemands sont des Russes. Nous, pas Allemands, Russes, comment est-ce possible ? Par traite interposée, armé Vlasov. Et le lieutenant, est-il encore nazi ? Puisque historiquement, il ne s'agit pas seulement d'un Allemand. Puisque là, il était bien indiqué dans le texte qu'il y avait un lieutenant, qu'il y avait des Allemands, etc. Où est-il d'ailleurs ce lieutenant qui s'est éloigné ? Le lieutenant s'éloigna pour s'en rendre compte. S'éloigna. Faisons l'hypothèse suivante. Entendons-le autrement et déjà comme ceci. S'éloigner. Pourquoi ? Il s'avère que c'est un concept majeur de Heidegger dans Sein und Zeit. Je veux oublier que Blanchot, il adorait Nietzsche, comme on a vu, bien qu'il veut le dépasser, parce que Nietzsche va pas assez loin, puisqu'il se considère comme nihiliste alors qu'il fallait plus loin que le nihilisme, enfin bref. Là, il parle d'Hegel, hein, il faut dépasser les contraires, et là, maintenant, c'est Heidegger. Alors, qu'est-ce que dit Heidegger dans Être et temps ? Il dit « éloigner » veut dire faire disparaître le lointain, c'est-à-dire l'être éloigné de quelque chose, et en fin de compte, l'approcher. Dire on se met plus loin pour mieux voir. Hein, c'est... comme si vous êtes devant un tableau trop près, vous voyez rien. Donc il faut vous éloigner. Par exemple, il dit là, vous voyez, avec la radio, le Dasein accomplit un éloignement du monde, encore malaisé à deviner du regard, quant à son sens existentiel. Donc c'est l'idée que la radio permet de vous éloigner du monde et en même temps de vous rapprocher par le biais de la voix. Alors, qu'est-ce qu'il y a et puis, chez Heidegger, il y a une conception de la mort, mais au sens de se rendre insensible, hein, aussi. Au sens de maîtriser son être pour la mort, c'est cette capacité de pouvoir ne plus avoir peur de rien, en fin de compte. Hein. Et là... alors... Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans... Alors, on continue par exemple le texte. Quand le lieutenant était revenu et qu'il s'était rendu compte de la disparition du jeune châtelain, pourquoi la colère, la rage ne l'avait-elle pas poussé à brûler le château ?
c'est que c'était le château. Sur la façade était inscrite comme un souvenir indestructible la date de 1807. 1807, la sortie de la phénoménologie de l'esprit de Hegel. En cette année 44, le lieutenant nazi, alors que le lieutenant nazi qui commande des Russes, nazi, eut pour le château le respect ou la considération. Pourtant, on fouilla partout. Dans une pièce séparée, la chambre haute, le lieutenant trouva des papiers, une sorte d'épais manuscrit, qui contenait peut-être des plans de guerre. Enfin, il partit. Tout brûlait, sauf le château. Les seigneurs avaient été épargnés. Alors commença sans doute pour le jeune homme le tourment de l'injustice. Et le jeune homme, il paraîtrait, d'après la biographie, que c'était Blanchot lui-même. Plus d'extase, le sentiment qu'il n'était vivant que parce que, même aux yeux des Russes, il appartenait à une classe noble. Demeurait, cependant, demeurait, il y a tout un jeu qu'avaient fait Blanchot et Derrida aussi, sur la demeure. Demeurait cependant au moment même où la fusillage n'était plus qu'en attente, le sentiment de légèreté que je ne saurais traduire. Libéré de la vie, l'infini qui s'ouvre, ni bonheur ni malheur, ni l'absence de crainte, et peut-être déjà le pas au-delà. Le pas au-delà, c'est très important. Pas au-delà, et maintenant le pas au-delà. Il y a une ambiguïté. Je vais pas au-delà, mais en même temps, il faut aller au-delà. Je sais, j'imagine que ce sentiment inanalysable changea ce qui lui restait d'existence, comme si la mort, hors de lui, ne pouvait désormais que se heurter à la mort en lui. Je suis vivant, non, tu es mort. Plus tard, revenu à Paris, il rencontra Malraux, Pollan. Seul demeure le sentiment de légèreté, qui est la mort même, ou pour le dire plus précisément, l'instant de ma mort, désormais toujours en instance. Donc il y a d'ailleurs, la suite, faudra analyser la suite, il y a cette idée que l'instant de ma mort, c'est l'instant de la sensibilité pure où on s'ouvre selon l'intérêt à telle ou telle personne. Mais l'important, c'est la race des seigneurs. C'est vraiment l'important, c'est ça. Pourquoi? Pour chercher quoi? Il y a cette idée chez Blanchot, d'ailleurs, on peut le dire. Par exemple, quand il dit que c'est le fait de mettre à mort, se mettre à mort, c'est-à-dire se rendre insensible, mettre à mort, c'est-à-dire utiliser des individus pour justement pouvoir le faire. Par exemple, cette capacité à se rendre insensible, c'est cela l'artiste. Par exemple, il parle d'une idée de Hegel. L'art est pour nous une chose passée, et pour nous chose passée. Après, il dit, dans l'espace littéraire, celui qui reconnaît pour sa tâche essentielle l'action efficace au sein de l'histoire ne peut pas préférer l'action artistique. L'art agit mal et agit peu. Il est clair que si Marx avait suivi ses rêves de jeunesse et écrit les plus beaux romans du monde, il lui enchantait le monde, mais ne l'eût pas ébranlé. Il faut donc écrire le Capital et non pas Guerre et Paix. Il ne faut pas peindre le meurtre de César, il faut être Brutus. Et ce que Foucault accomplit quand il écrit ses livres sur la prison, sur les fous, sur tout un tas de choses, c'est pour provoquer des réactions, un peu comme fait l'art contemporain quand il provoque le bourgeois pour qu'il réagisse, et c'est cette provocation même qui est l'œuvre à accomplir. C'est ça qui est fondamental. Par exemple, là, il va dire, par rapport au second romantisme lyrique, au poète et à l'artiste se fait entendre ces invitations, soit toujours mort en Eurydice, soit toujours mort en Eurydice, afin d'être vivant en Orphée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, vous savez, le mythe de Orphée va chercher Eurydice en enfer, mais il faut surtout pas qu'il la regarde, qu'il se retourne. Autrement, elle se rechange, elle change en statue. Or, il voulait tellement la voir que, il se retourne et se transforme en statue. Et
Blanchot, il dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut justement se retourner. Hein. C'est l'œuvre de l'artiste, c'est la mise à mort de l'individu. Hein. Et la mise à mort est de telle sorte que, quand il dit sois toujours mort honoriste, c'est-à-dire, bon voilà, vous avez participé à mon action, vous avez cru à ce que je dis, hein, vous vous êtes fait injecter, etc. Et ben voilà, vous m'avez obéi et vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Et le fait de vous avoir persuadé à le faire, eh bien, fait de moi cet artiste. Je suis un artiste parce que je vous ai transformé. Hein. Voilà. La duplicité du songe heureux qui nous invite à mourir tristement en Eurydice. Évidemment, il faut pas être joyeux quand vous tuez quelqu'un, ou hein, c'est pour son bien, hein, afin de survivre glorieusement en Orphée. Et la dissimulation, qui se dissimule elle-même. Vous voyez, mais en même temps, il ne faut jamais l'avouer. Hein. Jamais l'avouer. C'est pour le bien, c'est pour papy, mamie. Vous voyez, c'est pour le bien qu'on fait ça. C'est pour les Ukrainiens qu'on fait ceci, cela. Voilà. Et il y a cette idée-là. Et donc, pourquoi je parle de néonazisme pour un peu finir le premier passage, bah, c'est qu'en fait, Blanchot l'explique bien, hein, l'important c'est la race, les seigneurs, c'est la caste amplifiée en secte, mais qui va cacher, hein, cette possibilité folle. Alors par exemple, je termine parce que ça ne peut pas faire trop long. Alors, il ne s'agit pas du tout durant les années 30 et pendant la guerre de songer à restaurer une tête pour la République française, hein, qui est de toute façon à Moscou, hein, parce que Thorez était parti, afin que la déesse France puisse de nouveau éclairer de sa splendeur, ce qui était l'effort mais non démocratique de Maurras, pour le spectre, parce que faut pas oublier que Blanchot était un élève, un disciple de Maurras au départ, pour le spectre Bataille Blanchot, il s'agit à l'inverse de la démembrer un peu plus, hein, comme il se passe maintenant. Hein, il faut démembrer justement la République, la France, etc. Il faut éparpiller les morceaux. Comme Seth le fait avec Osiris, comme il a été fait avec le corps d'Orphée dans la version Virgile-Ovide, hein, tout en s'appropriant la tête, celle du sens. Ben oui, parce qu'il faut rendre les gens fous complètement décentrés, hein, le postmoderne c'est décentré, par plein de mécanismes, avec le sang, hein, sans sexe, CENT et SANS, mais on garde soi-même, pour la race des seigneurs, toute la capacité à raisonner. Hein. Ainsi, Blanchot, en prenant le chemin exactement inverse de Maurras, s'en approprie néanmoins les analyses et œuvre dans la destruction interne de ce qui supporte la tête. Le principe de l'unité, à savoir le langage, la pensée, la conscience collective, d'être citoyen du monde. Lorsqu'il s'agit par exemple de l'articulation entre la langue et la pensée, Maurras dit « Ce qui pense en nous, avant nous, c'est le langage humain. La raison humaine qui nous a précédés, qui nous entoure et nous devance. C'est la civilisation humaine dans laquelle notre âme personnelle n'est presque pour rien. » Mais pour Blanchot, il s'agit plutôt, comme je dis, de répudier le principe dont le Dieu n'est que le soutien. C'est-à-dire l'idée de tenter de sortir du cercle, de sortir de la fascination de l'unité. Voilà, il faut sortir de cette fascination-là. Alors, comment faire? Ben ça, je l'explique un peu. Voilà. Alors, par exemple, là, vous voyez la notion de mort. Voilà, dans le titre, la mort, instant de ma mort, version Blanchot, c'est, rappelons-le, c'est ce qui ne vient plus. La mort, la mort n'est pas à venir, la mort ne vient plus, un espace littéraire parce qu'on est déjà mort, c'est-à-dire on se rend complètement hors du monde, éloigné du monde, hein, et exprès. Donc on devient une sorte de zombie, quoi, mais en apparence. Hein. En réalité, on est bien vivant,
Et voilà. Alors, donc, on est bien vivant, mais on le cache. Hein, on se plaint, on plaint les victimes, on défend les droits de l'homme, comme faisait Foucault et Derrida, etc., etc., pour cacher cette duplicité, cette schizophrénie, comme disait Deleuze, hein, la schise contemporaine. Il faut être complètement dans une sorte de mensonge, mais effacé. On n'a plus conscience que c'est un mensonge. Je vous quitte, à plus tard. Dites-moi si ça vous intéresse, si je continue ce genre de travail, ou on peut passer à autre chose aussi. Ciao, ciao!